Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des transformations les plus fascinantes de l'histoire de la civilisation humaine. L'évolution des matériaux d'écriture au cours du Moyen Âge, du déclin du papyrus à la révolution de l'imprimerie. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Imaginez un instant un monde sans papier. Imaginez une époque où chaque mot écrit représentait un investissement considérable de temps, de ressources et de compétences. Imaginez des scribes travaillant à la lueur des bougies, dans des monastères silencieux, transformant des peaux d'animaux en pages de livres qui traverseraient les siècles. C'est l'histoire de la façon dont l'humanité a préservé ses connaissances durant l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire occidentale et de la manière dont des innovations apparemment simples ont complètement transformé la façon dont nous partageons les idées. Dans le monde antique, bien avant l'ère médiévale que nous allons explorer en détail, il existait une plante qui poussait abondamment sur les rives marécageuses du Nil, en Égypte. Le papyrus, avec ses tiges hautes et fibreuses, fournissait la matière première du principal matériau d'écriture du monde méditerranéen. Les anciens Égyptiens ont mis au point une technique ingénieuse pour transformer cette plante en feuilles adaptées à l'écriture. Ils coupèrent les tiges en fines lamelles, disposaient ces lamelles en 2 couches perpendiculaires l'une à l'autre, puis les battaient alors qu'elles étaient encore humides jusqu'à ce qu'elles fusionnent naturellement. Après séchage sous pression, le résultat était une surface remarquablement apte à recevoir l'encre. Le papyrus a dominé le monde de l'écriture pendant des millénaires. Dans la Grèce et la Rome antique, le format standard d'un livre était le rouleau de papyrus. Ces rouleaux étaient écrits en colonnes disposées côte à côte, lues horizontalement, de gauche à droite pour les textes en grec et en latin, ou de droite à gauche dans les cultures qui écrivaient ainsi. Les rouleaux étaient conservés dans des coffres et des boîtes rondes, et les érudits les manipulaient avec soin, déroulant une section tout en enroulant une autre. Cependant, cette forme de livre présentait des limitations significatives. L'écriture ne pouvait se faire que sur l'un des côtés du papyrus, celui où les fibres couraient horizontalement, car le côté opposé ne retenait pas l'encre correctement. De plus, les rouleaux n'avaient pas de numéro de page, ce qui faisait de la recherche de passage spécifique une tâche fastidieuse et frustrante pour tout chercheur. Alors que le papyrus régnait comme principal matériau d'écriture, une autre technologie plus modeste servait aux usages quotidiens qui ne nécessitaient pas de permanence. Les tablettes de cire, connues depuis au moins le 7e siècle avant l'ère commune en Italie, offraient une solution pratique et économique pour les besoins temporaires d'écriture. Il s'agissait de plaques de bois, souvent faites de bois de buis ou d'un arbre de la famille des cyprès, évidées au centre et remplies d'une couche de cire d'abeille mélangée à de la résine, de la térébenthine ou de l'huile de lin. La cire était généralement teintée en noir ou en vert foncé pour que les lettres gravées ressortent clairement sur le fond. Pour écrire sur ces tablettes, on utilisait un instrument appelé stylet, une tige de métal, d'os ou de bois, avec une pointe acérée à une extrémité et une extrémité aplatie à l'autre. La pointe servait à graver les lettres dans la cire, tandis que la partie aplatie fonctionnait comme une gomme, lissant la surface pour effacer ce qui avait été écrit. Le terme latin lui-même, tabula rasa, qui signifie table rase, dérive de cette pratique consistant à lisser la cire pour recommencer à zéro. L'expression est entrée dans le vocabulaire philosophique et reste en usage aujourd'hui, témoignage de l'influence durable de cette technologie apparemment simple. L'écriture sur la cire exigeait une technique différente de celle utilisée pour écrire à l'encre sur le papyrus ou le parchemin. Le stylet devait être pressé plus fort et devait être levé entre chaque trait, ce qui favorisait naturellement des lettres aux formes plus droites et anguleuses, sans les courbes et les déliés qui caractérisent l'écriture fluide à la plume. Les tablettes de cire étaient souvent jointes par paires, appelées diptyques, ou en ensemble plus large, comme de petits livres portables, qui pouvaient être transportés et consultés selon les besoins. Dans la Rome antique et tout au long du Moyen Âge, les tablettes de cire servaient à une variété impressionnante d'usages. Dans les écoles, elles étaient l'instrument de base de l'enseignement de l'écriture. Le maître traçait les lettres dans la cire pour que l'élève les recopie, et les erreurs pouvaient être facilement effacées et corrigées. Des écrivains romains comme Horace et Quintilien ont souligné l'importance des tablettes
précisément parce qu'elles permettaient à l'étudiant de se tromper et de corriger ses erreurs sans gaspillage de matériel. Dans le commerce, elles enregistraient les transactions temporaires et les listes de marchandises. Dans la vie domestique, elles servaient aux notes rapides, aux rappels et même aux billets personnels. Il est remarquable que les tablettes de cire soient restées en usage commercial jusqu'au XIXe siècle. Les registres de l'autorité des mines de sel de Schwäbisch Hall, en Allemagne, ont continué d'être tenus sur des tablettes de cire jusqu'en 1812. Cela démontre la durabilité et la praticité de cette technologie apparemment primitive, qui a survécu pendant plus de 2500 ans précisément parce qu'elle remplissait sa fonction de manière simple et efficace. Mais la grande transformation dans le monde des matériaux d'écriture était à venir, impulsée par des événements politiques que personne n'aurait pu prévoir. Au 7e siècle de l'ère commune, une force nouvelle et puissante émergea de la péninsule arabique. Les armées du califat islamique naissant, inspirées par la foi révélée au prophète Mahomet, s'étendirent avec une vitesse impressionnante dans toutes les directions. Après avoir vaincu les Byzantins à la bataille de Yarmouk en 636 et les Perses à Qadissia en 637, les généraux arabes tournèrent leurs yeux vers l'Égypte, l'une des provinces les plus riches et les plus stratégiquement importantes de l'Empire byzantin. Le général Amr ibn al-As traversa l'Égypte à la fin de 639 ou au début de 640 avec une force relativement modeste d'environ 4000 cavaliers. Il connaissait bien la région, tant par ses voyages en tant que marchand que pour avoir dirigé une expédition militaire antérieure à Gaza. L'Égypte était alors une terre de richesses agricoles extraordinaires. Le delta du Nil, avec ses terres fertiles irriguées par le grand fleuve, produisait suffisamment de grains pour nourrir l'Égypte elle-même et en exporter encore de grandes quantités vers Constantinople. C'était le grenier de l'Empire byzantin. La conquête fut étonnamment rapide. Après avoir pris la forteresse de Péluse à la frontière, les Arabes avancèrent à travers le désert jusqu'à Bilbeis, puis jusqu'à Héliopolis, aux abords du Caire moderne. La forteresse romaine de Babylone, avec ses murailles de plus de 17 mètres de haut et 2 mètres d'épaisseur, résista quelques mois, mais tomba en avril 641. Avec la mort de l'empereur Héraclius cette même année, les défenseurs byzantins perdirent l'espoir de recevoir des renforts. Alexandrie, la glorieuse capitale fondée par Alexandre le Grand, se rendit en septembre 642. L'historien Hugh Kennedy a observé que de toutes les premières conquêtes musulmanes, celle de l'Égypte fut la plus rapide et la plus complète. Rarement dans l'histoire, un changement politique aussi massif ne s'est produit aussi rapidement et n'a duré aussi longtemps. La conquête arabe de l'Égypte eut des conséquences qui s'étendirent bien au-delà des frontières de cette terre. Le commerce méditerranéen fut profondément affecté, et l'une des conséquences les plus significatives pour l'histoire de l'écriture fut l'interruption de l'approvisionnement en papyrus pour l'Europe et pour l'Empire byzantin. Les plantations de papyrus continuèrent d'exister dans le delta du Nil pendant un certain temps, mais les exportations vers les territoires chrétiens cessèrent, soit parce que les Arabes retenaient l'approvisionnement disponible pour leur propre usage, soit comme une forme de guerre économique, soit simplement parce que les routes commerciales étaient interrompues. La pénurie de papyrus força une transformation des habitudes d'écriture du monde méditerranéen et européen. Le matériau qui prit progressivement la place du papyrus était déjà connu depuis des siècles, mais son usage avait été limité car il était nettement plus coûteux. Ce matériau était le parchemin, fabriqué à partir de la peau traitée d'animaux, principalement des moutons, des chèvres et des veaux. La production de parchemin était un processus laborieux et spécialisé. Après l'abattage de l'animal, la peau était retirée et trempée dans une solution d'eau et de chaux pendant plusieurs jours. Ce bain chimique desserrait les poils et les restes de chair encore adhérents à la peau. L'odeur produite par ce processus était si désagréable que les tanneries médiévales étaient généralement reléguées aux marges des villes ou dans des zones éloignées des quartiers résidentiels. Après l'immersion dans la chaux, la peau était étirée sur un cadre en bois appelé herse et raclée avec un couteau courbe spécial connu sous le nom de lunellum. Les artisans raclaient les deux côtés de la peau, enlevant les poils d'un côté et les restes de graisse et de chair de l'autre, travaillant progressivement jusqu'à obtenir l'épaisseur et l'uniformité souhaitées. Ce processus de raclage et d'étirement
pouvait prendre de plusieurs jours à une semaine. Contrairement au cuir, le parchemin n'était pas tanné, car le tannage rendrait la surface plus rigide et moins apte à recevoir l'encre. Le coût du parchemin était substantiel. Pour produire une seule feuille, il fallait sacrifier un animal qui autrement pourrait continuer à fournir de la laine s'il s'agissait d'un mouton, ou du lait s'il s'agissait d'une chèvre ou d'une vache. On estime que la production du Codex Amiatinus, une célèbre traduction latine de la Bible du 8e siècle, a nécessité les peaux d'environ 500 moutons pour ses plus de 2000 pages. Le livre de Kells, chef-d'œuvre de l'art celte créé vers l'an 800, a utilisé environ 185 peaux de veau, tandis que les évangiles de Lindisfarne du 8e siècle en ont nécessité environ 150. La forme la plus raffinée de parchemin était appelée le vélin, fabriqué spécifiquement à partir de la peau de jeunes veaux. Le vélin était plus fin, plus souple et plus uniforme que le parchemin ordinaire, ce qui en faisait le matériau préféré pour les manuscrits de luxe, les documents juridiques importants et les œuvres destinées à des clients de haut rang. Des recherches modernes utilisant l'analyse d'ADN ont démontré que, bien que ces parchemins exceptionnellement fins aient effectivement existé, ils représentaient dans la plupart des cas le travail d'artisans extraordinairement qualifiés. En même temps que le parchemin remplaçait le papyrus comme matériau d'écriture, une autre transformation tout aussi significative se produisait dans la forme des livres. L'ancien rouleau de papyrus était remplacé par un nouveau format, le codex. Un codex est essentiellement ce que nous appelons aujourd'hui un livre, avec des feuilles de taille uniforme pliées et reliées le long d'un bord, le dos, et protégées entre deux couvertures. Le mot codex vient du latin codex, qui signifiait à l'origine tronc d'arbre ou bloc de bois. L'origine exacte du format codex reste débattue parmi les chercheurs, mais une théorie suggère qu'il pourrait avoir évolué à partir de la pratique, consistant à attacher plusieurs tablettes de cire ensemble. Les premiers chrétiens semblent avoir adopté le format codex avec un enthousiasme particulier, et au cours des 3e et 4e siècles, le codex a progressivement remplacé le rouleau comme forme standard pour les livres. Les avantages du codex sur le rouleau étaient nombreux et significatifs. Premièrement, contrairement au papyrus, le parchemin pouvait recevoir l'écriture sur les deux faces, doublant ainsi la quantité de texte pouvant être contenu dans une quantité donnée de matériaux. Deuxièmement, le codex était plus compact et plus facile à transporter qu'un rouleau. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, le codex pouvait avoir des numéros de pages, permettant au lecteur de trouver des passages spécifiques beaucoup plus rapidement. Le dos pouvait recevoir un titre, facilitant l'identification du livre lorsqu'il était rangé sur une étagère. La combinaison du codex de parchemin et de la pénurie de papyrus a créé une situation paradoxale. D'un côté, les livres étaient désormais plus pratiques et durables que jamais. De l'autre, le matériau pour les produire était plus cher et plus difficile à obtenir. Cette tension a conduit à une pratique qui nous semble aujourd'hui fascinante, le recyclage de manuscrits anciens pour une réutilisation. Cette pratique produisait ce que nous connaissons sous le nom de palimpseste. Le mot palimpseste vient du grec palimpsestos, qui signifie « racler à nouveau ». Un palimpseste est un manuscrit dont le texte original a été raclé ou lavé pour que la page puisse être réutilisée pour un nouveau texte. Le parchemin était suffisamment durable pour survivre à ce processus de nettoyage. La méthode pour nettoyer le parchemin variait selon l'époque et le lieu. Dans les premiers siècles médiévaux, la technique la plus courante consistait à laver l'encre avec un mélange de lait et de son d'avoine. Ce processus était relativement doux et laissait souvent des traces perceptibles du texte original, qui avait tendance à réapparaître avec le temps à mesure que les pigments de l'ancienne encre migraient à nouveau vers la surface. Au Moyen Âge plus tardif, la technique préférée consistait à racler la surface du vélin avec de la pierre ponce en poudre, ce qui éliminait le texte de manière plus complète, mais détruisait également de façon irréversible l'écriture originale. La création de palimpsestes était si courante qu'en 691, un décret synodal interdit la destruction de manuscrits des Écritures ou des pères de l'Église, sauf lorsque les volumes étaient imparfaits ou endommagés. Cette interdiction augmenta la pression sur les manuscrits contenant des œuvres profanes, qui pouvaient être recyclés sans encourir de sanctions ecclésiastiques. Les textes
juridiques obsolètes, et les œuvres d'auteurs païens étaient particulièrement vulnérables à la transformation en parchemin vierge. Ironiquement, la pratique même qui a détruit tant de textes anciens en a également préservé certains pour la postérité d'une manière inattendue. L'exemple le plus célèbre est le palimpseste d'Archimède, un codex de parchemin du Xe siècle contenant des œuvres du grand mathématicien grec. Vers 1229, ce précieux manuscrit fut raclé et lavé dans un monastère chrétien en Palestine, et ses feuilles furent réutilisées pour créer un livre de prières byzantin. Pendant près de 700 ans, les traités d'Archimède sont restés cachés sous les prières. Grâce aux technologies d'imagerie moderne, les chercheurs ont récupéré 2 traités d'Archimède, le Méthode des théorèmes mécaniques et le Stomachion, qui n'existent dans aucune autre copie. Alors que l'Europe médiévale luttait contre la pénurie de matériaux d'écriture, une nouvelle technologie faisait lentement son chemin d'Asie vers l'Occident. Cette technologie était le papier. L'invention est traditionnellement attribuée à Cai Lun, un officiel de la cour chinoise en l'an 105 de l'ère commune. De son lieu d'origine en Chine, la technologie du papier s'est propagée progressivement le long de la route de la soie. L'expansion arabe au 8e siècle a apporté la fabrication du papier dans le monde islamique après la bataille de Talas en 751, lorsque les Arabes ont capturé des artisans chinois qui connaissaient les secrets de la production du papier. Le papier est arrivé en Europe par l'intermédiaire de l'Espagne islamique. Le plus ancien document papier connu en Europe est le missel mozarabe de Silos, du XIe siècle. La première usine de papier documentée dans la péninsule fut établie à Xativa en 1056, et vers 1150, la production était fermement établie dans cette ville. Au cours du XIIIe siècle, des fabriques de papier sont apparues en Italie, dans les villes d'Amalfi, Fabriano et Trévise. La technologie a continué à se propager vers le nord, atteignant Nuremberg en 1390. Le papier européen différait considérablement de ses prédécesseurs orientaux. Au lieu de fibres végétales fraîches, les fabricants européens utilisaient principalement de vieux chiffons de lin et de chanvre. Ces chiffons étaient collectés par une classe de travailleurs connus sous le nom de chiffonniers qui parcouraient les rues des villes en achetant ou en ramassant les tissus jetés. Une innovation cruciale fut l'utilisation de moulins à eau pour battre les chiffons, permettant une expansion massive de la production. Le premier registre certain d'un moulin à papier actionné par l'eau date de 1282. Le papier offrait plusieurs avantages par rapport au parchemin. Il était nettement moins cher, coûtant environ 1/6 du prix d'un parchemin de qualité comparable. La production était plus rapide. Une équipe de 3 papetiers pouvait produire environ 2000 feuilles en une seule journée, tandis que la production d'une quantité équivalente de parchemin nécessitait des semaines de travail. De plus, le papier fait de chiffons de lin et de chanvre était extraordinairement durable. De nombreux livres en papier du XIVe siècle ont survécu jusqu'à aujourd'hui dans des conditions pratiquement impeccables. Malgré ces avantages, l'acceptation du papier en Europe fut initialement lente. Le papier était perçu comme une invention du monde islamique. Les propriétaires terriens qui élevaient des moutons et du bétail pour la production de parchemin avaient intérêt à maintenir leur marché établi. En 1231, l'empereur Frédéric II interdit l'usage du papier pour les documents officiels, ordonnant que seul le parchemin soit utilisé dans les registres de la cour. Il fallut l'avènement d'une autre technologie révolutionnaire pour que le papier conquiert enfin l'Europe, la presse à imprimer à caractère mobile. Johannes Gutenberg, un orfèvre de Mayence, en Allemagne, développa son système d'impression au cours des années 1440. Il créa un système intégré combinant des caractères en métal fondu, une presse à vis adaptée des pressoirs à vin de la région et une encre visqueuse spécialement formulée qui adhérait bien au métal et se transférait nettement sur le papier. La première grande réalisation de Gutenberg fut l'impression de sa célèbre Bible à 42 lignes, achevée vers 1455. On estime qu'entre 160 et 185 exemplaires ont été imprimés, dont environ les 3/4 sur papier et le reste sur vélin de haute qualité. La presse a imprimé à multiplier la demande de papier de manière explosive. Une presse pouvait produire plus de 3000 pages en une seule journée de travail, comparée aux quelques 40 pages qu'un scribe manuel pouvait produire. Vers l'an 1500,
Des presses à imprimer fonctionnaient dans plus de 250 villes à travers l'Europe et environ 20 millions de volumes avaient été imprimés. À la fin du XVIe siècle, ce nombre était passé à près de 200 millions de livres. La révolution de l'imprimerie a profondément transformé la société européenne. L'accès aux livres, auparavant restreint à l'élite cléricale et aristocratique, s'est élargi de manière spectaculaire. Les prix des livres ont chuté. L'alphabétisation a augmenté. La réforme protestante, initiée par Martin Luther en 1517, aurait été impensable sans la capacité de diffuser rapidement des idées à travers des pamphlets et des livres imprimés. Les scribes médiévaux, qui pendant des siècles avaient préservé les connaissances de l'humanité en copiant les textes mot à mot, ont vu leur métier fondamentalement transformé. Beaucoup se sont adaptés aux nouvelles circonstances, trouvant un emploi dans les ateliers d'imprimerie ou produisant des manuscrits décoratifs de luxe pour des clients qui appréciaient encore l'art de l'écriture manuelle. Et ainsi nous arrivons à la fin d'une ère et au début d'une autre. Le papyrus, qui pendant des millénaires avait porté les paroles des philosophes, poètes, marchands et gouvernants, a disparu de l'usage commun. Le rouleau a cédé la place au codex avec ses pages numérotées et ses couvertures protectrices. Les tablettes de cire ont été progressivement reléguées à des usages de plus en plus spécialisés, et les scribes ont vu leur travail transformé par la machine. À chaque étape de cette évolution, nous pouvons observer l'interaction fascinante entre nécessité matérielle, innovation technologique et transformation culturelle. La conquête arabe de l'Égypte a eu des conséquences inattendues pour l'histoire de l'écriture en Europe. La pénurie d'un matériau a conduit à l'adoption d'un autre, et cette adoption a à son tour influencé la forme des livres et les pratiques des scribes. L'arrivée du papier, une technologie développée en Chine plus de 1000 ans auparavant, n'a révolutionné la production de livres que lorsqu'elle a été combinée avec la presse à imprimer. Et l'imprimerie a transformé non seulement la production de livres, mais la structure même de la société. Ce qui rend cette histoire particulièrement pertinente pour nous aujourd'hui, c'est la continuité qu'elle révèle. La transition du manuscrit au livre imprimé fut, en son temps, tout aussi révolutionnaire que les transformations dont nous sommes témoins aujourd'hui. Les gens du XVe siècle ont vu leur monde transformé par la technologie d'une manière qu'ils n'auraient pu prévoir, tout comme nous voyons le nôtre. Les débats que nous menons aujourd'hui sur l'accès à l'information et le rôle de la technologie dans l'éducation font écho à des débats similaires menés il y a des siècles. En regardant les scribes dans leur Oscriptoria, les fabricants de parchemins, Gutenberg peaufinant sa presse, nous pouvons voir non seulement le passé, mais aussi un miroir du présent. Les technologies changent, les matériaux évoluent, mais les questions fondamentales sur la façon dont nous préservons et partageons la connaissance restent constantes. Nous sommes les héritiers d'une tradition qui traverse les millénaires, et en même temps les pionniers d'une nouvelle ère dont nous découvrons encore la forme. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous avez fait preuve du même type de curiosité et de patience que les scribes médiévaux cultivaient dans leur scriptoria. Tout comme ils consacraient des heures à préserver le savoir pour les générations futures, vous avez consacré votre temps à absorber cette histoire qui traverse les siècles. Cela mérite d'être reconnu. De la même manière que les lecteurs médiévaux se passaient les manuscrits de main en main, partageant la connaissance à une époque où chaque livre était précieux, vous pouvez aider à diffuser cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres récits comme celui-ci qui cherchent à éclairer les recoins oubliés de l'histoire humaine. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos questions. Aimez la vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres curieux comme vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui apprécierait ce voyage à travers le temps, partagez-le. Ainsi, ensemble, nous continuons la grande tradition de transmettre le savoir, une tradition qui a commencé bien avant nous et qui continuera bien après. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration et à la prochaine histoire.